Keisha Productions, en partenariat avec la boutique Mansaya, au 49 rue Léon Fro, Paris 11e, vous présente Mix Up. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur ce nouveau numéro. Aujourd'hui, nous recevons une chanteuse de musique urbaine d'origine franco-algérienne. Elle chante depuis son plus jeune âge et s'est fait remarquer grâce à des concours de quartier. Cela lui a permis d'enregistrer ses premiers titres et surtout de signer dans son premier label, Charismatique. Ses deux premiers albums sont certifiés double disque d'or et de platine. Le phénomène Kenza Farah est né. Si ma main a besoin de l'écrire, mon cœur a besoin de le faire. Ma plume, ma bonne étoile s'est égarée. Clair de ma plume, dis-moi sur qui je peux compter. Fallait que je me taille, ouais. J'ai plus le time, bah ouais. Fallait que je le fasse, ouais. Ça y est, c'est die, bah ouais. Après quelques années d'absence, elle revient sur le devant de la scène avec un nouvel album intitulé Au clair de ma plume, qui est disponible depuis le 22 février sur toutes les plateformes de téléchargement légal, mais aussi en physique. Notre invitée de la semaine est Kenza Farah. Alors bonjour Kenza Farah. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Avec grand plaisir. Alors tu as 32 ans, tu es chanteuse, auteure, interprète, Oui. donc de musique urbaine, un mélange de hip-hop, R&B, pop, électro. Tu es d'origine franco-algérienne. Tu es née à Béjaïa en Kabylie et tu es arrivée en France lorsque tu étais très jeune, donc à Marseille. Donc tu as vécu à Marseille et c'est dans cette ville que tu as commencé à chanter. Donc au début avec ton frère et tes sœurs et puis après dans les chorales à l'école. Et vous chantiez à la maison et tu as continué lorsque tu étais au lycée. Tu as fait des concours de chant dans des maisons de jeunesse et ça t'a permis de gagner des sessions d'enregistrement de studio. Et c'est suite à ces concours que tu rencontres des producteurs qui s'intéressent à toi, qui t'ont donné la chance justement d'enregistrer tes premiers titres. Donc il y avait Mon Ange, il y avait Il m'a trahi et Trésor à cette époque-là. Et tu étais très influencée justement par des chanteuses comme Alia ou encore par des rappeurs comme la FF, comme NTM et aussi par des chanteurs de variété française, donc Cabrel, Renaud. Et donc tu étais encore très jeune à cette période, tu étais au lycée. Alors comment ont réagi tes parents ? Ben écoute, quand ça devient professionnel, on va dire, ça fait tout de suite peur déjà. Parce que je chantais depuis toute petite, toute jeune, donc mes parents étaient au courant. Ma mère m'accompagnait dans certaines représentations, sur certains concerts. Donc ma mère m'accompagnait beaucoup. Mais c'est vrai que quand ça devient concret et que voilà, qu'on nous propose un contrat et que souvent faut partir ou envisager d'arrêter l'école simplement, c'est vrai qu'au départ ça leur a fait très peur. Et puis j'ai su les convaincre, j'ai essayé de m'arranger, de faire en sorte que je puisse combiner un petit peu famille, école, bon pour le début, parce qu'après, vu que l'album a fonctionné, du coup j'ai arrêté. Et mon album, je l'ai enregistré sur Marseille. Donc ça les a aussi rassurés. D'accord. Alors cela t'a permis justement de te lancer dans l'écriture et la composition. Donc tes titres sont diffusés sur la toile, sur Skyblog, donc avec pas mal de millions de vues à cette période-là. Il y a un producteur d'un label qui te remarque, donc c'est le label Charismatique. Donc toi, à cette période-là, tu as eu plusieurs propositions de contrats, de maisons de disques. C'est ça. Et tu t'es quand même arrêté sur le label Charismatique. Ouais. Tu signes en 2006 et une semaine après, ton album est certifié disque d'or puis double disque d'or. Alors pourquoi tu as choisi ce label plutôt qu'un autre ? Écoute, comme tu l'as dit, j'ai eu pas mal de propositions et c'est un label qui m'a parlé simplement. Ça s'est pas arrêté sur papier, ils sont venus à ma rencontre. Il y avait une bonne ambiance, une ambiance familiale et du coup je me suis dit pourquoi pas.
Alors l'aventure avec le label Charismatique s'est arrêtée en 2016, donc tu as plusieurs albums à ton actif, 6, de nombreux feats avec de nombreux artistes, c'est Few, Soprano, Alonso, Jul. Tu as été très fidèle à ce label alors que tu avais des propositions de signature ailleurs. Il y avait 5 personnes au début. Donc dans ce label, les choses ont changé au fur et à mesure, ça s'est restructuré. Que s'est-il passé? Pourquoi as-tu décidé de quitter ce label? Ben écoute, simplement, déjà faire 5 albums dans le même label, je te dirais que c'est rare dans notre métier. Parce que les artistes, ils changent souvent de maison de disques, souvent de label. Après, c'est vrai que moi, j'ai porté un petit peu ce label, j'ai un peu porté le blason pendant longtemps, je l'ai chanté, je l'ai tout le temps mis en avant parce que c'était une famille et qu'il faut être fier de sa famille. Et du coup, c'est vrai que j'ai changé de maison de disques, par exemple, entre-temps. Mais ça, c'est pas forcément su. Mais le label, on va dire, vu que c'est plus familial et que c'est plus le cocon de l'artiste, ben, c'est sûr que ça fait un changement. Pourquoi j'ai quitté le label? Ben, simplement parce qu'il était temps de voler de mes propres ailes et que j'avais envie d'autre chose. Alors, est-ce que tu as le sentiment justement qu'en tant que femme, il peut être plus difficile de s'imposer dans la musique urbaine? Donc, il y a eu une période où il y a eu pas mal de femmes dans la musique urbaine. Finalement, donc, le courant R&B n'a pas tant pris que ça comparé au rap. Et de manière proportionnelle, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de femmes que d'hommes dans la musique urbaine. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Moi, je pense pas forcément que ce soit plus difficile de s'imposer en tant que femme, honnêtement. Juste que c'est des vagues, en fait. C'est des vagues qui... Moi, par exemple, à mon époque, quand je suis arrivée, c'était une très grosse vague féminine, R&B. Le R&B féminin, il était très, très mis en avant. Et puis après, ben, ça a changé. On est dans un délire beaucoup plus rap aujourd'hui. L'air du temps, elle est clairement rap. Et puis j'espère que ça va revenir. De toute façon, c'est une boucle. Voilà, c'est un cycle, ça tourne. Alors toi, le titre « Je me bats » t'a complètement propulsé. Donc, c'était ton premier single, ta première radio. Les premiers rappeurs à t'avoir tendu la main, c'est le roi Luciano et Alonso. À cette période, tu n'étais pas encore connue, tu étais au lycée. Est-ce que tu peux nous parler justement de cette collaboration, de ces rencontres artistiques, de ce que ça t'a apporté? Et toi d'ailleurs, à ton tour, tu as essayé de tendre la main à de jeunes artistes. Pourtant, les chanteuses ne l'ont pas fait avec toi, les chanteuses R&B ne l'ont pas forcément fait avec toi. Ben écoute, je pense que la musique, c'est ça en fait, c'est un partage, c'est des rencontres. Moi, sur mon premier album, j'ai eu la chance d'avoir des invités prestigieux, des artistes que j'écoutais moi étant plus jeune dans ma chambre. Tu l'as dit, le Luciano, la FF, ça m'a accompagné toute ma jeunesse. Donc de l'avoir en featuring dans mon premier album, pour moi, c'était magnifique. Après, j'ai eu d'autres featuring aussi voilà, très très beaux et très très forts. Je pense notamment à Lettre du Front, à Marseille avec Idir, et des très beaux titres avec Soprano, Jul. Bref, j'en ai fait beaucoup. Je pense que la musique, c'est ça en fait. C'est un partage, c'est des rencontres. Il faut aussi qu'il y ait un feeling et qu'on se reconnaisse en l'artiste. Si l'artiste ne nous parle pas du tout et qu'on ne partage pas un minimum de choses ensemble, c'est-à-dire les mêmes valeurs, la même vision, la même conception de certaines choses, je pense que ça se sent. Et quand il y a une vraie alchimie entre deux artistes, je pense que le titre il est fort et que ça se ressent. Après oui, par la suite, je me suis investie moi dans la vie de mon label, à savoir que j'ai repéré des jeunes artistes, j'ai tendu la main à des jeunes artistes, j'ai essayé de mettre en avant comme je pouvais des talents que j'estimais me toucher et qui avaient un réel potentiel. Donc voilà, c'est ça, la musique, c'est le partage, ça m'a fait plaisir de le faire et je le fais encore actuellement. Dès que je vois une jeune chanteuse qui me touche, qui me plaît, qui m'interpelle, ben, je vais partager son son et c'est important quoi, de s'unir, c'est super important. Alors ton nouvel album Au clair de ma plume donc, est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal depuis le 22 février. Alors tu as attendu environ 5 ans avant de revenir sur le devant de la scène, car tu as eu besoin de prendre beaucoup de temps, pas mal de recul, de voyager, de profiter de tes proches, de ta famille. Oui. Que se passait-il dans ta tête à ce moment-là et qu'as-tu préparé justement à tes fans? Alors écoute, c'est vrai que j'avais besoin de ce temps nécessaire pour moi, pour prendre le temps de vivre,
de profiter un petit peu des choses simples de la vie. Après chaque album, il y a une tournée, il y a de la promo, etc. Donc le dernier album, il y a eu pareil des dates, des dédicaces, une petite tournée. Et puis à un moment donné, ben, on se dit il faut que je pense à moi. J'ai raté des événements dans ma famille. Il ne faut pas rattraper le temps perdu parce que c'est pas du temps perdu. Chaque chose que j'ai vécue, je l'ai vécue à fond, tu vois. Mais simplement se déconnecter un petit peu de la musique. En fait, à un moment, ma vie et la musique ne faisaient qu'un. Et j'avais besoin voilà, de départager ça. Ma vie et la musique, j'avais besoin vraiment que chaque chose soit à sa place. Donc simplement, j'ai profité, j'ai pris du temps pour moi, j'ai voyagé, j'ai écrit, je me suis ressourcée. Et quand je me suis sentie prête, ben, je suis revenue avec ce bel album que j'offre à mon public. Tu as rencontré des moments difficiles tout au long de ta carrière. Il y a eu Oui. des désillusions, des trahisons par des gens que tu considérais comme des frères. Donc tu as eu le sentiment que ton étoile s'était éteinte. Tu en parles dans le titre auquel C'est égaré. Ouais. Dit comme ça paraîtrait, tu vois, mais en fait, c'est la vie de chacun. Ouais. C'est la vie de chacun. On perd tous des amis, des proches, on a tous des déceptions, des joies, des peines. C'est juste que moi, je le chante, donc forcément, c'est sur papier, c'est sur CD maintenant. Donc, je pense que c'est la vie de tout à chacun, en fait. C'est ce qu'on vit, des désillusions, des joies, des peines. C'est l'histoire de chaque femme, je pense, que je raconte, en fait, et de chaque être. La vie, elle est faite de surprises, de croche-pattes. J'essaie simplement de raconter ma vie et de mettre des mots sur des sentiments que je ressens. Oui. Donc voilà, Et tu as des témoignages de personnes justement qui te disent que ça leur incroyable. beaucoup. Incroyable. Mon album il est sorti, je reçois énormément de messages. Je suis touchée, mais au plus haut point. Des femmes qui me disent merci, ton album il m'a donné de la force, mais aussi de la gente masculine, il ne faut pas croire. Mais je reçois plein de messages de personnes qui se sentent concernées et qui me disent ben justement merci, tu as réussi à décrire des choses que j'ai vécues mais que je n'arrivais pas à exprimer en fait. Et quand je t'écoute, je me dis mais c'est mon histoire, c'est incroyable. Parce que je pense que mon histoire en fait c'est l'histoire de tellement de personnes en fait. Complètement, de beaucoup de femmes. Ouais. Alors Kenza Farah, quels sont tes projets à venir? Mes projets à venir, alors déjà défendre cet album. J'ai mis beaucoup d'amour, beaucoup de sincérité à le faire, à le créer. Donc voilà, j'espère simplement qu'il plaira à mon public qui m'attendait et qui me l'a réclamé. Parce que c'est ce qui m'a donné vraiment l'envie de retourner en studio et d'offrir un nouvel album. C'est que voilà, on m'a pas mal sollicité. Tous les messages de soutien que j'ai reçus, ça m'a vraiment boosté. Ça a été vraiment un moteur pour moi. Et puis j'espère par la suite faire une tournée, retrouver le public sur scène, ça serait magnifique. D'ailleurs, c'est un album qui est beaucoup plus personnel que les 5 précédents. Pourquoi ? Est-ce que tu avais l'impression que tu passais à autre chose et que tu avais besoin justement de te confier à ton public et de pouvoir montrer qui était Kenza Farah ? Oui, carrément. Je pense que quand on enchaîne 5 albums, à un moment donné, vu qu'on est dans une routine d'albums, tournées, etc., on n'a pas trop le temps de vivre certaines choses. Là, pour le coup, j'ai vécu pas mal de choses et du coup, j'avais l'inspiration et ça m'a permis d'écrire de manière sincère et spontanée. On te souhaite plein de belles choses et surtout beaucoup de succès. Merci beaucoup. Alors Kenza Farah, ou plutôt devrais-je dire Farah Maouche. Ouh, Un petit rituel. c'est normal que tu m'as... normal. J'ai caché toute ma vie, tu fais ça toi? Ah ouais. Alors un petit rituel s'impose en seconde partie d'émission. Tu seras face au miroir et donc face à toi-même. Ok. Tu as face à toi ton alter ego, celui qui te connaît le plus. Il a des questions à te poser ou alors des comptes à régler. Tu as face à toi Kassim. Qui est Kassim? Kassim, c'est vaste. Hein. J'en connais plein. Ton neveu, Kassim? Kassim. Le Non. petit Kassim. C'est pas vrai. Si.
Alors, tu as vécu dans le 15e arrondissement de Marseille, donc dans les quartiers nord, jugés et diabolisés par les médias comme étant des quartiers difficiles. J'aimerais que tu nous parles de ton enfance dans la cité phocéenne. Alors, mon enfance, je suis née en Kabylie, à Béjaïa. Je suis arrivée toute petite à Marseille, plus précisément à l'Estac. J'ai grandi dans les bidonvilles de l'Estac jusqu'à, je sais pas, 6 ans, 7 ans. J'ai grandi à l'Estac en fait. Puis après, quartier nord de Marseille, c'est là où j'ai fait mes premiers pas pour parler de musique dans la musique. Mais en dehors de ça, où j'ai eu une enfance très 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 heureuse, j'en garde que des bons souvenirs, vraiment. Mes périodes de collège, de lycée, c'est les meilleures années de ma vie, je pense. De fou rire, de bêtises. Voilà, c'était vraiment de très 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 bons moments. La plage, le soleil, pour moi ma ville elle est magnifique. Encore aujourd'hui quand je passe en voiture et que je vois des petits jeunes faire du stop pour aller à la plage, etc. Ça me fait toujours sourire parce que ça me rappelle mon enfance. On fraudait le bus pour aller à la mer. C'est ma ville, je l'aime. J'en ai fait un titre d'ailleurs. Et voilà, je pense que moi en tout cas, je me verrai pas ailleurs que dans cette ville. Quoi qu'on en dise, il y a du bon et du mauvais partout, mais faut pas s'arrêter aux préjugés et aux médias parce que Marseille, c'est une très belle ville. Alors, on sent que tu es une jeune femme pleine de valeurs, de principes, plutôt réservée d'ailleurs. Donc, tu sais exactement où tu vas et où tu mets les pieds. Est-ce que tu pourrais nous parler de tout ça? Je sais pas trop si je sais où je vais, où je mets les pieds. J'essaie de choisir le meilleur pour moi. J'ai souvent choisi avec mon cœur plutôt qu'avec ma tête. C'est pas toujours des bons choix, mais c'est des choix que j'assume toujours. J'essaie de garder, oui, mes principes et mes valeurs parce que c'est super important pour moi. Je suis l'aînée d'une famille de 6 enfants et voilà, c'est chaud en fait. C'est important pour moi de rester droite et de montrer un bon exemple. Je sais aussi que j'ai une responsabilité en tant qu'artiste et je suis un peu en mode haut-parleur, donc je fais attention à ce que je dis, à ce que je véhicule comme image, même si je suis pas un exemple, je suis vraiment pas parfaite. J'ai mes défauts, j'ai plein de défauts même. Mais voilà, en tout cas, j'essaie de garder, oui, mes principes, mes valeurs, c'est important pour moi. Pour ma famille, pour mes parents, pour ma religion. C'est quelque chose de sacré pour moi. Alors, ton image a beaucoup changé entre tes débuts et aujourd'hui. Tu étais très garçon manqué. Tu es devenue par la suite plutôt féminine. Donc, on sait que souvent, dans le milieu urbain, à l'époque, il fallait faire attention aussi à sa manière de se présenter, sa manière de s'habiller, etc., que les gens étaient beaucoup moins ouverts qu'aujourd'hui. Donc, une fille qui était trop féminine était qualifiée de, voilà, peut-être de fille facile ou autre. Alors, est-ce que tu peux nous parler de tout ça et de ta position sur la question? Alors, moi, c'est vrai que j'ai grandi dans un milieu urbain. J'étais, oui, assez masculine parce que j'avais des complexes que je voulais cacher. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, ces mêmes complexes, j'ai jamais fait de chirurgie esthétique, mais vu que je suis un peu plus féminine, donc forcément, c'est des choses qu'on me pose souvent comme question. Est-ce que j'ai eu recours à la chirurgie pour telle ou telle chose? Non, jamais. C'est juste qu'aujourd'hui, ben oui, je suis plus féminine, donc je suis voilà, un peu plus mise en avant. Et encore parce que je suis en basket là, tout de suite. J'aime trop les baskets, j'ai du mal avec les talons, mais j'essaie quand même de... Oui, c'est sûr, je suis plus féminine. Je fais les ongles, je prends plaisir à me maquiller. Voilà, je suis une femme aujourd'hui. Mais oui, étant plus jeune, garçon manqué. D'une part, je pense par la tenue vestimentaire,
parce que voilà, il fallait être comme les garçons, donc s'habiller un peu comme eux, des t-shirts larges, des survêtements, voilà. C'était pas une manière de se faire accepter pour le coup, parce que moi c'était vraiment quelque chose que j'aimais bien. Mais je pense que c'est mon côté aîné en fait, aîné de la famille. J'avais des petites sœurs, j'étais un peu le frère en fait, j'étais le grand frère. Et même aujourd'hui, je suis un peu le grand frère chez moi. Ça veut dire que quand il y a un souci, c'est moi qu'on appelle. Quand il y a quoi que ce soit, en fait, je suis un peu le repère. Et du coup, moi, en tout cas, dans le milieu urbain, dans la musique, j'ai jamais eu de soucis avec ça. Je pense qu'après, le respect et les valeurs, ça passe pas que dans la manière de s'habiller. C'est dans la manière de se comporter, sa manière d'être, et puis ça ne veut absolument rien dire, on va dire. Je pense que l'habit ne fait pas le moine, c'est clair et net. Après, moi, pour ma part, en tout cas, j'étais en mode garçon manqué, et ça m'allait très bien. Alors tu as beaucoup de reconnaissance, de fierté envers tes parents. Donc ta maman s'est mariée très jeune, à 19 ans, donc elle a quitté l'Algérie pour venir à Marseille avec ton papa. Donc ton papa a travaillé très dur et très dignement dans les chantiers. Ta maman était femme au foyer, elle s'est sacrifiée pour pouvoir vous élever, ton frère, tes sœurs et toi, donc pendant plusieurs années. Alors toi, tu as vraiment cette reconnaissance, donc tu es fière de tes parents. Est-ce que tu peux nous parler de tout ça? Waouh! C'est chaud, j'ai un peu de mal à parler de ma famille sans être émue. En plus, face à ma tête, un peu compliqué. Ouais, ma famille, c'est mon moteur. C'est la pièce maîtresse, en fait. Dans ma vie, c'est ma colonne vertébrale. C'est mon monde, en fait. C'est mon univers. Ça veut dire que la dernière fois, je cherchais une photo de moi, seule, petite. J'en ai presque pas trouvé. Sur toutes mes photos, je suis avec mes sœurs. J'ai pas beaucoup d'amis, filles. J'en ai bien sûr depuis longtemps, mais vraiment mes sœurs, c'est mes amis, c'est tout en fait. Mes parents, c'est chaud en fait d'aimer comme ça. Je pense que voilà, c'est ce qu'on a de plus cher, les parents, il faut en prendre soin. Moi, mon père, il a travaillé toute sa vie. Et voilà. J'ai plus envie. J'ai envie de pleurer, arrêtez. Et ma mère, voilà, femme forte, battante. Elle porte toute la famille sur ses épaules. C'est une source d'énergie. C'est une source je suis admirative, mais 6 enfants. Ma mère, c'est une battante de ouf, franchement. Et quand un des enfants il n'est pas bien, la maman elle n'est pas bien. Quand t'en as 6, quand c'est pas un, c'est l'autre. Donc en fait la maman elle est jamais tranquille, elle est tout le temps inquiète pour ses enfants. Être mère, c'est une vraie épreuve. Hein. Je suis très fière de mes parents, de ma famille. Ma mère elle m'a toujours soutenue dans tous mes choix, artistiques, personnels. Elle m'a toujours dit je veux ton bonheur avant tout et je t'obligerai jamais à faire des choses qui ne te ressemblent pas. Donc d'avoir le soutien de sa famille, de ses proches, on se sent beaucoup plus fort en fait. Et moi j'ai une force avec ma famille, elle est incroyable en fait. Tant qu'eux sont fiers de moi, le reste, ça m'est égal. Alors en 2008, donc tu sortais d'un studio d'enregistrement, donc à Suresnes, tu t'es violemment fait percuter donc, par un automobiliste qui a pris la fuite. Donc il y a certains médias et mauvaises langues qui ont prétexté, qui ont affirmé que c'était un coup monté de la part de ton équipe et toi. Ça a dû être un moment extrêmement difficile pour ta famille, pour tes proches, pour toi, parce qu'il y a eu pas mal de rumeurs qui couraient concernant le décès, etc. Des choses qui sont un peu compliquées. Alors comment tu as vécu cette partie de ta vie et comment tu as ressenti tout ça, justement, cet acharnement médiatique? 2009, c'était il y a 10 ans. C'est ça, 10 ans. Donc je t'avoue, c'est lointain. C'était compliqué, un petit peu difficile, on va dire, de par les appels en fait. Les appels certains qui disaient que j'étais décédée en fait à ma famille. Du coup, c'était un petit peu
un petit peu compliqué. Après, ça m'a pas marqué plus que ça, je t'avoue. J'ai rien eu de grave. Je me suis fait renverser, ça aurait pu arriver à n'importe qui. Et après, les médias, que ce soit ça ou autre chose, ils prennent un peu ce qu'ils veulent, ils relaient un peu ce qu'ils veulent. Deuxième album, 2009, j'ai sorti mon double album. J'ai été certifiée disque d'or en très peu de temps. Juste avant, je sortais d'une tournée magnifique de disque d'or. J'avais pas besoin de ça. Et c'est là un peu que j'ai réalisé que j'étais une personne publique en fait. Et que je pouvais plus rien faire comme tout le monde. Limite en fait, j'aurais pas dû le dire. Juste aller à l'hôpital, me faire soigner et puis basta quoi. Il y a des choses que parfois il faut garder pour soi. En fait, je pense que c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'étais différente en fait, vraiment une personne publique. Qu'il y a certaines choses qu'il faudrait peut-être garder pour soi, ne pas partager, pour pas que ça prenne trop de proportions. Et en même temps, c'est compliqué parce que quand on ne dit pas, c'est pourquoi tu n'as pas dit. Quand on le dit, c'est peut-être du buzz, que ce soit ça ou autre chose, c'est un peu compliqué. On ne sait pas comment en face les personnes vont réagir. Donc c'est pour ça que après ça et sur beaucoup d'épreuves qui me sont arrivées par la suite, ma communication, ça a été le silence. Alors, tu dis que tu ne veux pas d'un bandit, que tu as trop donné en amour et que maintenant c'est fini. Donc, quelle est la chose que tu ne pardonnerais jamais en amour? La chose que je pardonnerais jamais en amour, il y en a tellement. Mais en fait, il suffit qu'il y en ait une et ça s'arrête. Mais je pense, je vais plutôt parler des choses qui sont pour moi indispensables en amour. Le respect pour moi, c'est la base de tout. Le respect, avant tout. Quelqu'un qui ne respecte pas, c'est pas la peine. C'est voie à l'échec. Le respect dans sa globalité, c'est-à-dire que ce soit le respect de la personne, quoi, bien lui parler, bien la traiter. Ça, c'est super important, c'est la base. Après, bien sûr, ce qu'on ne pardonne pas, comme toutes les femmes, c'est les classiques. L'infidélité, la violence, le mépris et plein d'autres choses. Mais le respect, je pense que c'est la base de tout. Et je pense que le respect, ça rentre dans tout ce que j'ai dit, en fait. Parce qu'à partir du moment où tu es malpoli, infidèle, violent, c'est qu'il n'y a pas de respect. Alors, les roses ne poussent pas dans les poubelles. Donc, si tu souris aujourd'hui, c'est que ton sourire a été en deuil à un moment donné. Ouais. Donc, tu dis avoir eu l'âme bousillée. La peine t'a souvent accompagnée. Alors Kenza Farah, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce qu'il en est? J'aimerais que tu me parles de ce morceau Stop, où on te voit le visage tuméfié, avec un œil au beurre noir. Qu'est-ce que ça représente et quel message voulais-tu faire passer? Yes. Le titre s'appelle Photo. Alors, Photo, j'ai eu beaucoup de messages et de personnes qui se sont identifiées à travers ce titre. Certaines personnes qui ont vécu une période difficile dans leur vie ou d'autres personnes qui ont eu affaire par exemple à des violences conjugales. À savoir que ce titre, moi, il ne représentait pas forcément les violences physiques ni les violences conjugales. Je n'ai pas été dans ce cas-là. Je voulais vraiment mettre en image les bleus à l'âme en fait. Les bleus à l'âme, c'est-à-dire les croche-pattes de la vie, les désillusions, les coups en fait qu'on reçoit à chaque fois qu'on est déçu ou qu'on tombe, qu'on vit une épreuve difficile. Du coup, dans ce clip, j'apparais le visage tuméfié, j'ai des bleus, j'ai la lèvre, elle est ouverte, etc. C'était vraiment pour mettre en scène ça, les bleus à l'âme. Et au fur et à mesure de la musique, au plus je chante, au plus je m'exprime et au plus je vais mieux. Et en fait, à la fin du clip, mon visage, il est net en fait. Je retrouve mon vrai visage
Et j'ai plus de bleu parce que le fait d'avoir chanté, d'avoir exprimé et que la musique soit un exutoire pour moi, au fur et à mesure, je vais mieux. La musique, c'est un peu ma thérapie. Donc c'est plutôt ça que je voulais illustrer dans ce clip. Après, il y a plein de personnes qui se le sont appropriées différemment. Mais le titre, moi, je le fais, je l'offre et après, il ne m'appartient plus. Donc chacun se reconnaît dedans et il se l'imprègne. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais il ne m'appartient plus. Donc si certaines personnes l'interprétaient de cette manière, c'est qu'elles en avaient besoin. Et si j'ai pu les accompagner, pas les soigner, mais juste si à un moment elles se sont senties mieux grâce à ça, ça c'est mon plus beau cadeau. Alors j'aimerais te lire quelque chose. Yes. Donc j'ai combattu toutes sortes d'épreuves dans ma vie. Mon cœur est blanc. J'ai toujours donné du peu que j'ai gagné dans la musique sans hésiter à partager. Je suis écœurée par tant de méchanceté par ce milieu, je n'ai plus la force. Je voulais vous remercier, vous qui avez fait de moi la personne que je suis. Je préfère aujourd'hui être en paix avec moi-même. C'est avec des frissons que je vous écris ces quelques mots. Profitez bien de cet album et de vos proches. Moi, je me retire. Je n'ai pas été éduquée dans la tromperie et le mensonge. Dieu m'en est témoin. Ce qui se dit est totalement faux. Cet acharnement me brise le cœur. Merci pour vos messages et l'avenir se dessinera de lui-même. Je vous aime très fort. #forlove à vie. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais dire ? Ce message, je pourrais le prendre et le poster chaque année, je crois. Chaque année. Écoute, je pense qu'en tant qu'artiste, on a parfois des coups de blues. Parfois, on n'a plus envie. Franchement, on se dit à quoi bon ? À quoi bon ? Tu passes des heures en studio, voilà, tu donnes de toi, de ton amour, de ta sincérité. Et parfois, quand tu as des coups bas qui t'arrivent, etc., oui, tu as envie de tout lâcher en fait. Tu te dis, je vais m'isoler, je vais aller dans une campagne, je vais très bien vivre et ça va s'arrêter là, quoi. Et au moins, on me laissera tranquille. En fait, tout ce qu'un être humain normal vit, nous, on le vit puissance 10 000. En fait, c'est ça, le côté médiatisé, le côté artiste, le côté personnage public. Je le dis souvent et je l'ai imagé aussi dans mon album. En fait, c'est comme une arme, en fait. On se sent en puissance, entre guillemets, et elle se retourne contre nous-mêmes, en fait. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire comme tout le monde. Je ne suis pas une personne qui se laisse forcément faire, je ne suis pas une personne fragile, je ne suis pas une victime, mais des fois, il y a des personnes qui font des choses et je me sens dans l'obligation de me taire, en fait, parce que je n'ai pas envie de répondre, parce que répondre, c'est leur donner de l'importance, c'est grossir l'histoire, que les personnes qui n'ont jamais entendu parler de la personne, aïe, machin, ça fait effet ping-pong, j'ai pas envie, donc je préfère me taire. Donc voilà, c'est pas de la faiblesse, c'est juste que des fois, voilà quoi, on préfère se taire et laisser parler plutôt que de rentrer dans des polémiques et que ça grossisse et que ça éclabousse. Pas envie. Du coup, ouais, ce message, c'est un sentiment que je ressens souvent, une envie d'impression de donner beaucoup. Et à la moindre, je dirais même pas erreur, mais à la moindre information, j'ai l'impression que tout le monde, je sais pas, c'est comme ça. En fait, aujourd'hui, en 2019, on ne peut pas être, je ne vais pas dire tranquille, mais chaque personne est un potentiel journaliste. Ça veut dire que chaque personne qui a un téléphone portable, c'est un potentiel paparazzi. Parce que, je sais pas, on peut tomber, se casser la gueule, se disputer, comme tout le monde. Mais si on fait ça en public et il y a une personne qui a un téléphone ou un machin, c'est mort. 2019, chaque être qui a un portable, c'est un potentiel paparazzi, donc c'est compliqué. Et du coup, ouais, des fois, j'ai envie d'arrêter, de retrouver une vie normale, en fait. Juste une vie normale. Mais bon, il y a le côté positif aussi, hein. Là, c'est un peu noir, mais il n'y a pas que ça. Alors Kenza Farah,
L'émission touche maintenant à sa fin. Oui. Mais avant ça, sache que l'invité de l'émission précédente a décidé de te poser une question ou de t'imposer un gage. Waouh. Ta mission sera d'y répondre ou de l'accomplir. Regarde, ça se passe par ici. Alors, pour moi, le prochain invité doit me faire un grand écart. Un joli et bon grand écart, vraiment professionnel, hein. Un grand écart, Oui. voilà. Aïe, aïe, aïe. Bon courage. Tout le monde ne sait pas faire un grand écart. En plus, elle a dit un grand écart professionnel. Non mais je sais pas faire, j'aurais aimé mais je sais pas, je peux pas, je suis libre. Mais c'est chaud le grand écart. Et je fais comment? Donc comment tu fais? Est-ce que tu sais faire le grand écart ou Je pas? sais pas faire le grand écart. J'avouerais franchement. moi non plus. Je sais Je me demande pas. de faire le grand écart, je pense que C'est chaud. c'est très chaud. C'est chaud le grand écart. Désolée. Manivela. En tout cas, merci d'avoir joué le jeu. Merci beaucoup. Donc on précise quand même que l'album donc, Au clair de ma plume est disponible sur Yes. toutes les plateformes de téléchargement légal, mais aussi en physique. Oui, Donc tu as décidé de le sortir en physique. aussi, oui. Pourquoi en physique? Parce que c'est Ça se fait plus palpable, beaucoup aujourd'hui. parce que c'est. Moi je suis voilà, nostalgique et aussi ça se fait plus beaucoup, mais ça se fait encore quand même. Et pour la collection aussi, tu vois. Pour la En tout cas, il est collection, très et beau, puis c'est un très c'est une bel valeur album. sentimentale, je pense. Très bel album, très beau Merci. morceau. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié. Merci beaucoup. Je te remercie infiniment et je te fais la bise. Yes. Je te Merci à souhaite toi. plein de belles choses. Merci Vraiment beaucoup. beaucoup de succès. avec Merci, ce j'ai bel passé un bon album. moment aussi. Merci. Je te remercie. Pour en savoir plus sur notre invité, rendez-vous sur ses réseaux sociaux en tapant Kenza Farah. Son nouvel album Au clair de ma plume est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal, mais aussi en physique. Si vous souhaitez revoir les replays de l'émission, rendez-vous sur notre chaîne YouTube Mixabakation Asaf. À très vite.